La voix du peuple. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission La Voix du Peuple sur Radio à Volonté, la voix de la résistance africaine dans sa rubrique Entretien exclusif. Souveraineté des États africains, panafricanisme, prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. Amis auditrices, auditeurs panafricains de Radio Canal K de Radio à Volonté, nous recevons pour vous ce soir Awa Domelo du PPACI, Parti des peuples africains. Il est vice-président chargé de l'implantation du parti en Afrique et de la promotion du panafricanisme. Radio à Volonté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à Volonté. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Awa Domelo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant du patronat russe sur les dossiers africains et représentant pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale des BRICS. Vous êtes avant tout un enseignant-chercheur et un homme politique ivoirien. Vous êtes également, selon certaines sources, l'homme qui murmurait à l'oreille du président Gbagbo, dont vous étiez le dernier ministre de l'équipement et de l'assainissement, justement à Awa Domelo. Nous allons vous interroger dans cet entretien exclusif sur ces deux actes de votre personnalité. Alors justement, de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années passées à la haie, Laurent Gbagbo crée un nouveau parti le 17 octobre 2021, le PPACI, Parti des peuples africains. Et justement, selon bon nombre d'observateurs, ce parti se présente comme la troisième force politique de la Côte d'Ivoire. Entre autres critiques que vous portez à l'encontre de la gouvernance du président Alassane Ouattara, c'est la diplomatie agressive de la Côte d'Ivoire envers certains pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Mali. Alors, Awa Domelo, le PPACI, en tant que parti panafricain, quel regard vous portez sur la politique que les transitions militaires du Mali et du Burkina Faso, surtout sur leur décision de faire partir les bases militaires françaises de leur pays? Oui, bon, comme vous le savez, eh bien, le PPACI est le fruit de l'histoire du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et en même temps, ce multipartisme s'est déroulé dans un contexte particulier où on s'est rendu compte du caractère paternaliste de l'armée française. Souvenez-vous que lorsque la crise de 2002, 2 ans après l'accession du pouvoir du président Gbagbo, cette crise a éclaté, eh bien, c'était une agression venue du pays voisin de la Côte d'Ivoire, ce qui était une condition nécessaire pour la mise en œuvre des accords militaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Et lorsque la Côte d'Ivoire a demandé une intervention française pour mettre fin à cette agression extérieure, eh bien, on lui a répondu que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne et donc l'armée française n'avait rien à y voir. Seul le dialogue pouvait permettre de régler cette crise. Cette lecture, on l'attendait à 2011, où à l'issue d'une élection interne à la Côte d'Ivoire, c'était pas une élection française, je rappelle, c'est une élection ivoirienne. Eh bien, une crise ivoirienne éclate entre Ivoiriens, donc un problème ivoiro-ivoirien. Eh bien, l'armée française s'est emparée de ce problème-là et est intervenue, non pas à la demande du gouvernement officiel de la République de Côte d'Ivoire, mais à sa propre demande pour venir mettre toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire à terre et proclamer en lieu et place du président élu un autre président. Donc cette expérience-là pour nous montre que l'armée française n'est pas là pour la Côte d'Ivoire, mais l'armée française est là uniquement pour ses intérêts et pour sécuriser ceux qui défendent ses intérêts. Par conséquent, lorsqu'on voit que cette armée-là se présente au Mali comme venant pour sécuriser les Maliens, eh bien, nous, on se pose des questions, nous, Ivoiriens, qui avions vécu les actions de cette armée-là. Et donc, c'est tout à fait normal que le Mali
prenne ses précautions au vu de l'expérience ivoirienne et se dit si je veux m'auto-déterminer, c'est-à-dire définir une politique qui va dans le sens des intérêts des Maliens, je n'ai pas intérêt à ce que mon agresseur d'hier soit mon gardien d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, d'accord. Et c'est le même phénomène qui se passe au Burkina. D'accord. Alors, personne ne veut que son agresseur soit son gardien. D'accord. Alors, on voit que vous êtes bien en phase avec les transitions militaires au Mali, tout comme au Burkina Faso. Avant de revenir sur ces questions, sur le panafricanisme, dont prône également votre parti, on va rester un petit peu en Côte d'Ivoire, justement, les questions sur les élections de 2023 en Côte d'Ivoire, tout comme les élections présidentielles de 2025 font débat dans les milieux politiques en Côte d'Ivoire. Le PPACI veut également participer à ces élections, mais pour certains Ivoiriens, les voix sont déjà émiettées pour garantir la victoire de l'opposition à ces élections. Quelle est votre réaction là-dessus? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, disons, une dispersion des voix. Je pense qu'il est de la responsabilité du PPACI qui veut gouverner demain tous les Ivoiriens sans exclusion. Il est de sa responsabilité d'abord de se construire, parce que n'oublions pas que le PPACI n'a qu'un an, même si les acteurs sont des vieux militants. Eh bien, le PPACI n'a qu'un an. En termes d'organisation et de maturation de ces institutions politiques sur le terrain, de matérialisation de son existence sur le terrain, eh bien, c'est maintenant que la machine est lancée. Et donc, nous attendons bâtir cette machine-là et maintenant, à partir de là, tendre la main à tous les Ivoiriens qui veulent bien construire une Côte d'Ivoire nouvelle où, évidemment, on retrouve la patrie de la vraie fraternité. Donc, l'union de la gauche est une vision. Il faut articuler cette vision-là et essayer de matérialiser ça sur le terrain pour recoller les morceaux afin qu'on ait une force capable de rassembler d'abord la gauche, rassembler toute l'opposition et rassembler tous les Ivoiriens pour créer la patrie de la vraie fraternité. Et c'est notre ambition. D'accord. Mais c'est un processus. D'accord. Awa Domelo, vous avez parlé tout à l'heure d'une action tendre la main. Alors, comment allez-vous s'y prendre justement envers le concret? Comment allez-vous s'y prendre pour nouer une alliance peut-être entre Charles Blé Goudé, qui également a son propre parti, et le COJEP, l'ancienne première dame Simone Gbagbo, qui a aussi créé le mouvement des générations capables MJC, et Pascal Afingissa, que vous connaissez très bien, qui est toujours le président du Front populaire ivoirien. Oui, mais je vais dire que les partis ont des intérêts. Évidemment, tous les partis ont des intérêts. À un moment donné, ils sont dispersés, mais à un moment crucial de l'histoire, eh bien, ils sont amenés à s'unir pour faire face à un objectif commun qu'ils définissent pour le moment par eux-mêmes. Et donc, pour nous, on pense que cette dispersion ne doit pas être un obstacle aux actions conjuguées pour aller vers une participation commune à ces élections-là. Par conséquent, tout dépendra du terrain. Localement parlant, tout dépendra du terrain, et nous pensons que en fonction du terrain, eh bien, des dialogues peuvent se nouer pour aller vers une vision commune et une victoire commune. Nous avons une alliance privilégiée avec le PDCI-RDA, c'est déjà un socle. Et autour de ce socle-là, eh bien, toutes les alliances sont possibles, pourvu qu'on puisse déterminer exactement quelles sont les alliances qui peuvent nous permettre de gagner. Ok, donc il y a des actions qui sont déjà en cours pour nouer cette alliance, pour revoir comment est-ce que vous allez s'y prendre pour cette réconciliation, pour ne pas émietter les voix lors de ces élections. Comme je l'ai dit, il y a des circonstances de l'histoire où la division souvent s'impose comme une nécessité pour clarifier les points de vue. Parce que dans tous les partis politiques, vous savez, il y a des courants de pensée, il y a des nuances de pensée, ces courants peuvent se transformer en antagonisme. Après, on cherche à créer le minimum d'éléments communs, disons de convergence de nos divergences, pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les actions qu'on peut bâtir ensemble. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte que la Côte d'Ivoire a besoin de démocratie. Et ce besoin de démocratie est commun à toute l'opposition ivoirienne. Et je crois que c'est un dénominateur commun qui puisse permettre de rassembler tout le monde pour la bataille pour l'avènement d'une société démocratique en Côte d'Ivoire. Eh bien, donc, je pense que les éléments de convergence existent. Maintenant, il faut mettre en mouvement
les différentes actions pour qu'on puisse aller vers cette convergence-là des divergences et qu'on puisse bâtir ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle dans une société vraiment démocratique. Je pense que... Voilà un peu. Juste à fait. Je pense que le message est passé. Les Ivoiriens ont bien compris ce que vous voulez dire. Maintenant, parlons panafricanisme, parlons résistance africaine. Vous savez, hier, c'était les autorités maliennes. Aujourd'hui, ce sont les Burkinabés. Alors, Awa Domelo, quelle lecture faites-vous, vous qui êtes très proche des milieux russes, là on parle sa langue de bois, justement de la volonté grandissante des pays africains, francophones surtout, de couper les coopérations militaires avec la France. Est-ce que ces pays cèdent-ils à des pressions populaires, pour ne pas dire populistes, ou est-ce que c'est une réelle réorientation politique selon vous? C'est une orientation politique. Souvenez-vous que la bataille pour les indépendances a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Cette bataille pour les indépendances-là a connu son point crucial en 57 avec Kwame Nkrumah, en 58 avec Sékou Touré, mais en 60 c'est pratiquement tous les pays, aussi bien anglophones que francophones, qui ont accédé à l'indépendance. Mais lorsque vous regardez bien, du côté francophone, une année après, c'est-à-dire de 60 à 61, il y a eu des accords de coopération qui ont été signés avec la France, contrairement aux pays anglophones, qui ont eu la liberté de se construire. Mais ces accords de coopération-là enlevaient toute souveraineté militaire, toute souveraineté monétaire et toute souveraineté économique aux pays qui ont signé ces accords-là. Et donc ça, c'était des domaines pratiquement réservés de la France. Mais aujourd'hui, à la lumière de l'expérience que nous avons vécue, souvenez-vous du cas du Rwanda en 94 avec le génocide. Souvenez-vous aussi du cas de Thomas Sankara en 87 avec son assassinat. Souvenez-vous aussi du cas de Laurent Gbagbo. Donc quand on voit un peu comment l'armée française s'est comportée en Afrique, on se rend compte qu'il faut s'en débarrasser. Si nous voulons assumer notre pleine souveraineté, si nous voulons nous auto-déterminer, il faut s'en débarrasser. C'est une nécessité. Et donc, pour moi, c'est un préalable. C'est comme le franc CFA. Et donc, le franc CFA a été un instrument de domination financière de nos différents pays. Aujourd'hui, que nous voulons les moyens de notre développement et non pas de l'aide continue, alors qu'on prend tout chez nous, eh bien, on nous donne une partie sous forme d'aide. Maintenant, on veut tout pour nous. Et avec ça, nous pourrons bâtir notre souveraineté économique. Et donc, voilà un peu des chantiers que nous voulons ouvrir pour construire, une économie souveraine, une armée souveraine, mais aussi une monnaie souveraine. Donc, nous sommes dans une dynamique, et je crois que cette dynamique-là, on doit les accompagner pour qu'on puisse avoir une trajectoire qui soit totalement indépendante de l'ancienne puissance coloniale. Donc, oui, nous sommes aujourd'hui à une nouvelle phase, à une nouvelle orientation politique où la conquête de notre souveraineté, qui est l'aboutissement de la lutte pour les indépendances, eh bien, doit nous conduire à nous libérer des derniers liens coloniaux qui existent entre la France et ses anciennes puissances coloniales, comme les pays anglophones aujourd'hui évoluent. Aujourd'hui, c'est inimaginable de voir au Ghana une armée anglaise. C'est inimaginable de voir des Ghanéens utiliser une monnaie qui est liée à l'ancienne puissance coloniale. C'est inimaginable de voir une politique économique anglaise déterminée, ghanéenne déterminée par l'Angleterre. Voilà un peu, je vais dire, cette Afrique qui marche, je vais dire, avec des pas différenciés entre une Afrique anglophone qui s'autodétermine et une Afrique francophone qui est encore sous tutelle. Eh bien, nous devons libérer l'Afrique francophone pour qu'on puisse construire ensemble l'unité africaine. Awa Domelo, vous pensez vraiment que la solution, c'est la Russie? Est-ce que la question, c'est pour quitter, entre guillemets, un maître pour en rejoindre un autre? Non, la solution, c'est l'Afrique. Mais l'Afrique a besoin de diversifier son partenariat pour ne plus être un monopole de l'Occident.
C'est ça l'intérêt de l'évolution actuelle des rapports entre l'Afrique et le reste du monde. Nous ne voulons pas être la chasse gardée de l'Occident. Et pour ne pas l'être, il faut s'ouvrir à un monde qui se multipolarise. Il n'y a plus un monopole occidental en matière de sciences, de techniques et de développement. Et il y a une diversité d'offres de développement, de technologie, de moyens financiers, etc., etc. Vous savez, toutes les grandes banques, les grands laboratoires, les grandes écoles ne sont pas pour le moment en Afrique. Ça y est, là-bas, en Occident et dans les pays émergents. Nous avons besoin de créer de nouvelles relations avec toutes les puissances émergentes et les anciennes puissances pour bâtir l'Afrique qui a besoin énormément de moyens. Ni l'Occident seul ne peut développer l'Afrique, ça c'est illusoire, ni la Russie seule ne peut développer l'Afrique, c'est illusoire, ni la Chine seule ne peut contribuer au développement de l'Afrique. C'est vraiment en s'ouvrant à tout le monde que nous sommes capables de mobiliser suffisamment de sciences, de techniques et de moyens financiers pour s'autodéterminer, pour bâtir une économie africaine qui soit dans l'intérêt des Africains. L'Afrique, ça fait 3 fois l'Europe, et ça fait 3 fois l'Europe, n'oubliez pas. L'Afrique, ça fait 3 fois l'Amérique. L'Afrique, ça fait 3 fois la Chine, etc., etc. Ça fait 2 fois la Russie. Donc, le continent est grand, et pour mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour développer ce continent, on a besoin de tout le monde. Et donc, la Russie, c'est pas parce que on veut être changé de tutelle, mais on veut exploiter le potentiel qu'offre aujourd'hui l'humanité en diversifiant nos partenariats. Et donc, c'est le sens du combat que les Africains mènent. C'est pour une diversification et mettre en compétition et en concurrence pour avoir le meilleur pour nous en Afrique. Tout à fait. Awa Dombello, 2 fois de suite, vous avez sorti ce mot partenariat. Justement, on va aller plus loin. Selon vous, pourquoi les chefs d'État africains n'arrivent-ils pas à établir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Occident, avec la France et d'autres pays? Selon vous, pourquoi? Mais parce que justement, on est sous tutelle. Prends le cas je prends toujours l'expérience parce que je connais ça. Je connais mieux et j'ai été un acteur. Quand vous êtes sous tutelle, eh bien, vous ne vous autodéterminez pas. Voilà le problème fondamental qui se pose. Or, les pays africains sont dans des liens multiples avec l'ancienne puissance coloniale, des liens militaires. Donc, c'est l'épée de Damoclès où vous respectez la feuille de route de la France, où on vous dégage. La France fait et défait nos chefs d'État. N'oubliez pas. Et donc, les différentes expériences que nous avons vécues, prenez le cas de Thomas Sankara au Burkina, le cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est 2 cas qui sont similaires avec 2 personnalités qui ont voulu, s'autodéterminer. Eh bien, vous voyez que l'armée française s'est comportée d'une manière, je vais dire, indigne, d'une armée qui est venue pour soi-disant sécuriser ces différents pays-là. Et donc, cette épée de Damoclès l'a fait que beaucoup de chefs d'État ont peur de s'autodéterminer au risque de subir ce que Sankara a subi, ou au risque de subir ce que Kadhafi a subi, ou au risque de subir ce que Laurent Gbagbo a subi. Voilà un peu les problèmes qui se posent. Et si vous prenez tous nos budgets, tous nos programmes de développement en Afrique, pratiquement les 75% du financement vient de l'extérieur. Donc quand vous êtes engagé dans une telle domination financière, eh bien on vous tient aussi, parce qu'en cas de sanctions financières, eh bien vous êtes complètement face à votre population qui va vous demander des comptes. Donc pour tous ces éléments-là, eh bien l'Afrique est dans de multiples liens qui empêchent la conquête de sa souveraineté. Voilà un peu pourquoi je pense que certains chefs d'État sont obligés parfois de se soumettre au diktat de l'Occident. D'accord, vous l'avez bien expliqué, sa langue de bois. Est-ce que vous pensez vraiment que maintenant avec la Russie, ce sera un partenariat gagnant-gagnant? L'intérêt avec des pays qui ne sont pas des anciennes puissances coloniales, c'est qu'on discute d'abord d'égal à égal. Voilà. Quand on discute avec la Chine, c'est d'égal à égal parce que la Chine ne va jamais prendre une armée pour venir enlever un chef d'État. Quand on discute avec la Russie, c'est d'égal à égal. La Russie ne va jamais prendre une armée pour enlever un chef d'État parce que tu ne lui as pas donné tel contrat ou tu ne lui as pas fait telle faveur.
Voilà un peu pourquoi, pour nous, il est important de diversifier nos partenariats pour qu'on puisse discuter d'égal à égal et qu'on puisse signer des contrats gagnant-gagnant. Si je ne gagne rien dans un contrat, je ne suis pas obligé de signer. Je vais vers un autre partenaire. Et donc, cette diversification d'offres de partenariat constitue le moyen le plus privilégié pour nous d'aller vers des contrats ou des coopérations qui font gagner l'Afrique. Tout à fait. Et c'est en ayant le choix que nous pouvons créer des partenariats gagnant-gagnant. Mais quand vous n'avez pas le choix et que vous êtes l'obligé de celui qui vient vous proposer un partenariat, eh bien, vous subissez les conditions qu'il vous propose. Prenez un peu le cas des plans d'ajustement structurel que l'Afrique a connus à partir des années 80. Mais il y a eu deux grands plans. Il y a eu le plan de Lagos, qui était un plan bâti par les Africains. Mais les Africains n'ont pas trouvé le moyen de financer le plan de Lagos. En lieu et place, les bailleurs de fonds leur ont proposé les plans d'ajustement structurel, qui étaient des plans pour dépouiller l'Afrique de toutes les sociétés que l'Afrique a pu construire entre 60 et 80 par la privatisation et par, je vais dire, toutes les coupes sombres dans les secteurs sociaux pour déscolariser pratiquement la jeunesse africaine et en même temps dépouiller l'Afrique de tout ce qui constitue de son patrimoine économique qu'il a pu construire pendant les 20 premières années de son existence. Donc voilà un peu, je vais dire, la problématique qui se pose. Et aujourd'hui, si nous avons des offres diversifiées et qu'on n'a pas uniquement affaire à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire, vous verrez que les choses vont changer. Ce ne sont plus eux qui vont nous imposer des règles, mais c'est nous qui allons imposer nos conditions de coopération parce que on a la possibilité de changer de partenaire ou de changer de type de coopération à n'importe quel moment. Justement, à Ouaddomelo, on parle d'un contrat gagnant-gagnant et vous le savez, c'est une vérité, un constat que la Russie est déterminée à s'implanter sérieusement et durablement en Afrique. Alors, pourquoi ne le fait-elle pas État par État au lieu de passer par l'entremise de Wagner, par exemple? Alors, est-ce que cette implantation de la Russie doit-elle se faire nécessairement au détriment d'autres coopérations? Vous savez, la coopération avec la Russie, c'est simple. Si vous ne demandez pas, vous n'avez pas. Voilà. Et si vous ne demandez pas, elle viendra pas. Et donc, c'est vraiment aux Africains d'identifier, disons, les points forts de la Russie et d'aller vers la Russie pour dire voilà ce que nous voulons. Nous voulons coopérer avec vous et négocier sur des bases concrètes pour pouvoir activer la coopération. Et donc, quand vous parlez de Wagner, prenez Wagner comme une société, n'importe quelle société de la Russie. Si vous n'allez pas vers Wagner, Wagner ne viendra pas vers vous. Donc c'est à nous de définir ce qu'on veut et d'aller vers la Russie pour tisser des partenariats pour qu'on puisse mobiliser, je veux dire, ces partenaires-là pour le bien de l'Afrique. Et donc, dans cette dynamique-là, ce n'est pas parce que la Russie veut à tout prix que l'Afrique se débarrasse de l'Occident. Non, c'est nous qui allons vers la Russie et c'est nous qui disons ce que nous voulons de la Russie. C'est nous qui allons vers l'Europe et c'est nous qui devons déterminer ce que nous voulons. Nous ne voulons plus que, eh bien, ils viennent imposer des projets ou imposer des modèles de développement et que eux-mêmes ils financent pour en tirer le maximum d'avantages. Nous voulons bâtir nos propres modèles de développement et demander à chacun de nous accompagner sur tel point. Voilà un peu cette vision-là nouvelle que les Africains portent, surtout la jeunesse africaine porte, que nous voulons faire triompher. C'est-à-dire nous autodéterminer et avoir des partenaires qui nous accompagnent et non pas qui s'imposent à nous comme des partenaires pour lesquels on est obligé d'accepter toutes les conditions. Et tous les projets, même qui n'ont aucun intérêt pour nous, de les accepter tout simplement parce qu'il y a de l'argent et du financement derrière. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le financement. Et le projet en lui-même peut ne pas avoir grand intérêt. Mais lorsque vous avez accepté le financement et qu'un projet n'est pas rentable, n'est pas productif, ben, comment vous allez rembourser l'argent qui vous a été prêté? Eh bien, vous serez obligé d'aller emprunter encore pour rembourser l'argent qui vous avait été prêté. Et donc, vous rentrez dans un cycle de dépendance financière, d'endettement successif qui vous conduit forcément vers, disons, la perte
de toute forme de souveraineté et de toute liberté d'initiative et de droit même à la parole sur la scène internationale, parce que tout simplement, lorsque vous ne répondez pas conformément à leur volonté, eh bien, ils sont prêts à des sanctions financières qui vous mettent complètement à genoux. Alors, Awa Domelo, merci de votre disponibilité. Nous tirons pratiquement vers la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder. Justement, on parle du panafricanisme et le PPACI, parti des peuples africains, se veut un parti panafricaniste. Alors, quelle est votre position sur le panafricanisme? Vous savez, même les panafricains sont tellement divisés. Alors, est-ce que aujourd'hui le panafricanisme a une chance de prospérer un jour? Si oui, comment, effectivement? Aujourd'hui, tous les pays africains sont arrivés à un constat. Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons tout. Parce que la colonisation, c'est-à-dire la division de l'Afrique à partir des années 1885, après la conférence de Berlin, eh bien, a spécialisé chaque pays. La Côte d'Ivoire produit du cacao, la Guinée fait de la bauxite, la Mauritanie fait du fer, etc., etc. Et le Niger fait de l'uranium. Si nous coopérons ensemble, eh bien, la Côte d'Ivoire peut nourrir toute l'Afrique. La Mauritanie peut fournir du fer à tout le continent. Et la Guinée peut fournir de la bauxite à tout le continent africain. Donc, de nos spécialités, nous sommes capables de produire chacun pour tous et tous pour chacun. Et c'est ça qui va permettre de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Et donc, la dynamique panafricaine a pour objectif de briser, je vais dire, les barrières qui existent entre les États africains et donc de mettre en place toutes les infrastructures nécessaires qui puissent nous permettre de communiquer et d'échanger avec les uns, avec les autres, pour que ce qui est produit en Afrique du Sud, du Nord, du Centre, de l'Est, etc., etc., puisse être échangé à travers tout le continent. Et etc., etc. Donc voilà un peu cette dynamique-là. Et tous les États africains qui veulent faire le saut industriel n'ont pas pour marché les pays industrialisés. Ça n'a aucun sens. Donc si nous voulons passer du stade de l'économie primaire à une économie industrielle, notre marché naturel, c'est le continent africain. Et donc nous devons nous unir pour échanger entre nous tous nos produits industriels. Et en même temps, au-delà, bâtir tout un système de formation autour de nos spécificités, tout un système de recherche et de développement autour de nos spécificités et tout un ensemble de réalisations sociales qui puissent permettre de bâtir une Afrique unie, prospère et qui s'autodétermine. Et pour vous... Voilà un peu le sens que nous donnons au panafricanisme. Tout à fait. Pour vous taquiner un petit peu, on va revenir, on va se redire, il faut continuer, c'est l'Union africaine, les Africains doivent s'unir. Alors pour vous, est-ce que, avec tout ce qu'on vit entre les militants panafricanistes, on n'arrive pas à s'entendre comme il faut, pour vous, est-ce que cette union a encore un sens, Awa Domelo, et comment préserver cette union-là? La diversité de points de vue est l'occasion de débats démocratiques. Donc, il faut créer les cadres pour que les partis politiques ou les organisations qui soutiennent l'idéal panafricain puissent confronter les différents points de vue et sortir des résolutions qui puissent permettre d'orienter et d'organiser le mouvement panafricaniste. C'est ça qui est intéressant. Sinon, les points de vue diversifiés ne constituent pas un obstacle. Au contraire, c'est une richesse. Parce que chacun a un point de vue qu'il doit forcément confronter avec les autres points de vue. Et la majorité triomphante va imposer un point de vue majoritaire qui va permettre de déterminer la marche à suivre pour la réalisation des objectifs panafricanistes. Mais en tout état de cause, au niveau des chefs d'État, je crois qu'ils sont très avancés puisqu'ils ont réussi à harmoniser tous les points de vue dans tous les domaines et ils ont sorti l'agenda 2063 qui couronne l'ensemble des réflexions, l'ensemble des initiatives, l'ensemble des pensées panafricaines et qui ont été matérialisées à travers un document qui constitue aujourd'hui une référence. Et je crois que
tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ce document de référence-là, qui a fait l'objet d'un consensus entre tous les États africains et qui constitue pour nous une base minimale sur laquelle on peut bâtir le panafricanisme. Une dernière question pour vous libérer, sûrement que vous avez aussi un message très important à l'endroit de toute la diaspora africaine, surtout ivoirienne. Hein. Aujourd'hui, les Africains se sentent très forts à travers cette résistance, cette voie que nous montre le Mali et maintenant le Burkina Faso. Est-ce que vous avez un message important ou bien un message particulier à l'endroit des Africains qui espèrent toujours cette liberté, cette souveraineté dont vous avez évoqué tout au long de cet entretien à Ouadomelo? Je crois que les derniers liens coloniaux, c'est entre l'Afrique francophone et la France. Et sinon, pour les pays anglophones, pour les pays lusophones, la question ne se pose plus. Et donc aujourd'hui, tout le monde est attentif à ce qui se passe en Afrique francophone. Et je crois que les seuls qui n'ont pas encore bien compris la dynamique dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Afrique, cette phase historique importante où nous allons dénouer tous les liens coloniaux qui nous lient à l'ancienne puissance coloniale, cette phase historique-là, qui n'est pas nouvelle, puisque les pays anglophones l'ont fait, les pays lusophones l'ont fait, eh bien, cette phase-là, c'est d'autant plus important que l'Afrique attend beaucoup de cette dynamique-là. Parce que c'est la seule condition pour qu'on puisse parler maintenant de panafricanisme et d'unité africaine et de mise en œuvre de tous les programmes d'unité africaine. Prenez par exemple l'ECO, la mise en place de l'ECO qui a été initiée par les États de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, il y a eu un consensus autour de la feuille de route pour construire dans un délai raisonnable l'ECO. Mais à notre grande surprise, cela a été complètement mis à plat uniquement par le partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Et donc l'objectif noble a été détourné pour des objectifs qui vont dans le sens de l'intérêt de la France. Voilà un peu comment est-ce que, tant que les différents pays africains n'ont pas acquis leur autonomie, leur pleine souveraineté, même les accords entre nous seront difficiles à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que le monde entier est attentif à cette phase historique de l'évolution des pays francophones. Et je crois que le message, c'est aussi pour la France. Et je crois que la France doit comprendre qu'elle ne peut pas continuer à être l'exception coloniale en Afrique. Ce n'est pas possible. L'Angleterre a compris, l'Espagne a compris, le Portugal a compris, etc., etc. Ils vont pas être les seuls à ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Nous voulons tout simplement être libres, nous voulons tout simplement nous autodéterminer et nous voulons bâtir des politiques communes qui puissent nous permettre de faire émerger ce continent-là qui a trop souffert de la domination coloniale, qui a trop souffert de l'esclavage, qui a trop souffert du passé, qui a permis tout simplement de bâtir des fortunes pour d'autres continents et en même temps de s'appauvrir soi-même. Je crois que le monde entier doit comprendre cette nouvelle dynamique et ne pas percevoir ce qui se passe comme un affront. Il n'y a rien d'affront, c'est une volonté d'être libre. Quand un enfant a été sous tutelle pendant longtemps, même au sein de sa famille, il y a un moment donné où cet enfant-là, devenu adulte, veut sa propre maison et ne veut pas que son papa vienne lui dicter matin, midi, soir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit manger, ce qu'il doit utiliser pour s'habiller, comment il doit se marier, combien d'enfants il doit faire, avec qui il doit pas se marier, etc., etc. Je crois que c'est un peu trop lorsqu'on arrive après 60 ans d'indépendance à être toujours sous tutelle. Et c'est normal que les peuples africains cherchent à prendre leur destin en main et non pas continuer à vivre sous le toit de l'ancienne puissance coloniale. En tout cas, merci beaucoup à Ouadomelo. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets par rapport à la souveraineté, à la liberté de l'Afrique. Merci et bonsoir. Merci. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.